Bonjour, on commence le chapitre 2, premier principe de la thermodynamique. Avant d'entamer ce chapitre, on a besoin de quelques rappels mathématiques. On va parler de différentiel total. On va définir une différentielle totale et on va définir aussi une fonction d'état. Alors, soit une fonction f de x, y, on appelle différentiel total du premier ordre d'une fonction f, x, y, l'expression df, d rang f sur dx avec y constante fois dx, plus df sur dy avec x constante dy. Cette différentielle est dite totale exacte si la dérivée seconde, c'est-à-dire par rapport à y de df sur dx, c'est égal à la dérivée par rapport à x de df sur dy. C'est-à-dire, on inverse, on fait la dérivée la première fois par y et après, on dérive par rapport à x. Et de l'autre côté, on dérive au premier par rapport à x et après, on dérive par rapport à y. Si cette condition est satisfaite, le df est une différentielle totale exacte. Maintenant, si df est une différentielle totale exacte, alors la fonction f est une fonction d'état. En thermodynamique, on a besoin des fonctions d'état. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un état 1 à un état 2, par exemple, ou un état initial à un état final. Alors, si la fonction f qu'on étudie est une fonction d'état, alors sa variation ne va dépendre que de l'état initial et de l'état final. Et ça va simplifier pas mal de choses. Alors, dans ces conditions, le chemin suivi n'est pas important. Qu'on passe par un chemin 1, ou un chemin 2, ou un chemin 3, la même chose. La variation ne dépend que de l'état final et de l'état initial. Alors maintenant, on va parler de travail. Alors, je vais prendre le même exemple, la seringue, qui contient de l'air dedans. Je vais fournir à l'air qui est dans la seringue un travail. Je pousse avec ma main, voilà, et ça, c'est le travail que je fournis avec ma main à ce gaz-là. Quand je fournis ce travail, alors le volume va changer, c'est-à-dire que l'air se comprime. Et le travail par définition, c'est F dl. En mécanique, dW égale à F dl. En thermodynamique, on travaille avec la pression et le volume. Donc, le dW, c'est moins PdV. Pourquoi le moins? Alors, regardez. Si, quand j'ai poussé, le volume a diminué, c'est-à-dire dV est négatif, et la pression P est supérieure à 0, mais je fournis du travail, le système a reçu du travail, donc ça doit être positif. Quand je fais le contraire, c'est-à-dire quand je reçois, c'est-à-dire le volume diminue, augmente, le dV est supérieur à 0, mais la pression est toujours positive. Donc, dans ces conditions, le travail doit être négatif parce qu'il est fourni. Donc, toujours moins PdV. Ça, c'est l'élément de travail. Mais si je passe d'un état A à un état B, alors je dois intégrer entre A et B moins PdV et ça va me donner le travail WAB.
Une remarque très importante, le travail dépend du chemin suivi. Ce n'est pas une fonction d'état. Si j'ai une transformation irréversible, la pression est égale à la pression extérieure, et alors le travail, pour passer de l'état A à l'état B, c'est l'intégrale de A à B moins P dV, c'est-à-dire la pression extérieure fois moins la pression extérieure fois le volume la différence des volumes VB moins VA. Et c'est la formule numéro 1 de ce chapitre. Alors, le travail dans le diagramme de Clapeyron qu'on a vu au chapitre 1, si je prends la transformation, par exemple, d'un état A à un état B, comme indiqué sur la figure ici, alors quand le volume augmente, je passe de l'état VA à l'état VB, mon travail est négatif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une détente. Le travail est perdu par le gaz. Si au contraire, je comprime le gaz, donc on a une compression, et le volume, je passe du volume A à VB, et le volume VB est inférieur à VA bien sûr, dans ces conditions-là, le travail WAB est positif, et c'est un travail reçu par le gaz. Dans le diagramme de Clapeyron, on voit un espace assuré, une surface, si vous voulez, ou un air, entre la courbe PV du chemin suivi et l'axe des volumes. Cet espace, ou cet air, c'est le travail soit fourni, soit reçu par le gaz, ça dépend de son signe. Dans le cas où on a un cycle, alors il y a deux cas. Dans le diagramme de Clapeyron toujours, si le cycle est parcouru dans le sens positif, sens mathématique positif, donc si vous voulez le sens trigonométrique, alors dans ces conditions-là, on a un travail positif. Et dans ces conditions-là, c'est un récepteur, c'est ce qu'on appelle un cycle résistant. Au contraire, si le cycle est parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre, alors dans ces conditions-là, vous avez un travail qui est négatif, et c'est ce qu'on appelle un cycle moteur. Le cycle produit du travail. Toujours, le travail s'élève à l'intérieur du cycle dans le diagramme de Clapeyron. On va parler de quelques cas particuliers. Le premier cas particulier, c'est une transformation isochore. Dans ces conditions, le volume ne change pas. Et alors, si je prends la formule W est égal intégrale moins PdV, dV est nul, donc WAB est nul. Il n'y a pas de travail ni reçu ni perdu. Maintenant, en parlant de chaleur, on va parler de la chaleur. La définition, la chaleur est une forme d'énergie. Et c'est la forme la plus dégradée de l'énergie. Alors, il y a plusieurs formes d'énergie, l'énergie électrique, l'énergie mécanique, l'énergie, la lumière, etc. L'énergie de lumière, etc. En thermodynamique, on utilise souvent la chaleur, parce que les processus thermodynamiques, dans un processus thermodynamique, il y a parfois chauffage, il y a parfois refroidissement, donc le système soit reçoit de la chaleur, soit perd de la chaleur. Il y a une convention de signe, c'est la même chose que pour le travail. Si
la chaleur elle est reçue par le système, elle est positive. S'il est perdu par le système, elle est négative. C'est la même chose que pour la monnaie. Si vous prenez de la monnaie de votre poche et vous la donnez, donc vous perdez des dirhams, dans ces conditions-là, la somme que vous avez a diminué. Si vous gagnez de l'argent, vous la mettez dans votre poche, dans ces conditions, vous avez plus. Donc ça, positif. C'est la convention de Si. L'unité de chaleur dans le système international, c'est le joule, mais il y a aussi la calorie. Une calorie, c'est 4,18 joules. Maintenant, on va passer au principe des échanges de chaleur et on va prendre un système isolé formé de deux corps A et B. Et supposons que QA est la quantité de chaleur perdue par A, bon, je suppose que c'est le corps qui perd de la chaleur, et QB la quantité de chaleur reçue par B, c'est-à-dire c'est celui qui reçoit la chaleur. Alors, nous avons déjà vu ça, le principe 0, QA plus QB est égal à 0. Donc, la chaleur reçue par le corps froid, c'est celle donnée par le corps chaud. Alors, il y a trois modes de transfert de chaleur. Il y a la conduction, et c'est une propagation sans transport de matière. Il y a la convection, qui est un échange par transport de matière chauffée. Il y a le rayonnement, et c'est la propagation sous forme d'ondes électromagnétiques. Maintenant, passons aux capacités calorifiques. Alors, lorsqu'un corps absorbe une quantité de chaleur dQ et que sa température passe de T à T plus dt, on définit sa capacité calorifique par C égale la variation dQ sur la variation de température dt. Donc, on peut voir que dQ se mesure en joules et le dt se mesure en Kelvin. Donc, vous avez des joules par Kelvin dans le système international. À partir de cette formule, on peut déterminer la chaleur dQ. dQ égale à C dt et Q égale intégrale de dQ, c'est-à-dire intégrale de C de T dt. Alors, C peut dépendre de la température. Maintenant, on parle aussi de chaleur massique, Cm, quand on a une masse. Alors, pour une masse d'un corps homogène, sa capacité calorifique, c'est Cm, c'est C sur la masse. Donc, c'est la capacité calorifique C sur la masse M. Et à partir de cette formule, on peut voir que le Cm se mesure en joules par kilogramme Kelvin. Aussi, si on parle de mol, on a ce qu'on appelle la chaleur molaire. Alors, la chaleur molaire Cm, c'est la capacité calorifique d'une mole d'un corps donné, c'est-à-dire Cm égale à C sur petit n. Et il se mesure en joules par mol Kelvin. Bien sûr que le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. Alors, quand on a la pression ou le volume sont constants, quand ils sont constants, on parle de capacité calorifique à pression constante et de capacité calorifique à volume constant. Quand la pression est constante, vous avez Cp égale à dQp sur dt, ce qui va nous donner Cp avec bien sûr Cp. Si je travaille avec les masses ou je travaille avec les moles, je peux définir le Cp calorifique, donc le Cp massique ou Cp molaire. Donc le Cp massique, c'est Cp sur petit m, tandis que le molaire, c'est Cp sur n.
Maintenant, si j'ai le volume qui est constant, dans ces conditions-là, je parle de CV, et c'est la même chose. Est-ce que je travaille avec des masses ou des moles? Remarque, d'une manière générale, pour les solides et les liquides, on a approximativement Cp égale Cv égale à C. Par exemple, je prends l'eau. C de l'eau, c'est 1 calorie par gramme par degré Celsius. Pour les gaz, en général, Cp est différent de Cv et on pose gamma égale à Cp sur Cv et en général, Cp est plus grand que Cv et Cp, c'est le plus commode à déterminer expérimentalement. Les expressions de la chaleur. Alors, ça dépend dans quel diagramme on travaille. Si je travaille dans le diagramme TP, on pose Cp, on travaille dans le diagramme TP, je travaille avec Cp et je travaille avec la température et la pression. Donc, dQ, c'est Cp dt plus HdP. Tandis que si je le travaille dans le diagramme TV, alors dans ces conditions-là, je travaille avec CV, la température et le volume, et je pose TQ égale à CV dt plus LdV. Si je travaille dans le diagramme de Clapeyron PV, dans ces conditions-là, je dois travailler avec P et V, et je pose dQ égale à lambda dP plus mu dV. Alors les paramètres Cp, Cv, H, L, lambda, etc. sont des coefficients calorimétriques qui dépendent du corps étudié. Bon, on va voir qu'en général, on prend des transformations soit à pression constante, dans ces conditions-là, dP va s'éliminer, soit on travaille avec des transformations à température constante, et dans ces conditions-là, le dt va partir. Si je travaille avec des transformations isochores, le volume va partir et souvent c'est comme ça que ça marche. Pour les gaz parfaits, on montre que Cv, Cp, L et H sont donnés par les formules que vous voyez sur le diapo. Maintenant, passons aux chaleurs latentes. Les chaleurs latentes, ou bien si vous voulez cachées, ce sont des chaleurs qui se manifestent quand on a un changement d'état. Les changements d'état, on peut passer d'un gaz. Par exemple, je prends l'état gazeux et je veux transformer mon système, mes particules, à un liquide. Ou bien, je veux les transformer à un solide. Donc, pour passer normalement d'un solide à un liquide, on chauffe, il faut chauffer. Aussi, pour passer du liquide au gaz, on peut encore chauffer et ça donne un gaz. Mais dans cette transformation, il y a ce qu'on appelle la chaleur latente. Alors, la chaleur latente, par définition, c'est la chaleur nécessaire pour faire passer 1 kg d'un corps pur de la phase 1 à la phase 2, c'est-à-dire la phase gaz à la phase liquide, par exemple, la phase solide à la phase liquide, par exemple. C'est la chaleur associée à un changement d'état, c'est-à-dire, on suppose qu'on a un changement d'état avec pression constante et température constante. Par exemple, on va donner l'exemple de l'eau qui est plus simple. L'eau, quand on chauffe l'eau jusqu'à 100 degrés Celsius, il va passer de l'état liquide à l'état gaz. Mais la température T ne change pas, 100 degrés Celsius. La pression aussi, on suppose que nous travaillons avec la pression atmosphérique dans l'état P égale à P0, dans cet état P égale à P0. Et la chaleur latente est donnée par la formule Q égale à la masse fois la chaleur dégagée, soit reçue
soit perdu bien sûr ici, il est reçu quand on chauffe, c'est M fois L12, où L12 c'est la chaleur latente pour passer de l'état 1 à l'état 2, c'est-à-dire gaz liquide ou liquide gaz ou solide gaz, etc. Maintenant, on va passer à des échanges particuliers et parlons d'une adiabatique. Qu'est-ce que c'est qu'une adiabatique? Une transformation est dite adiabatique quand il n'y a pas d'échange de chaleur, c'est-à-dire dQ pour passer de l'état A à l'état B est nul. Pour un gaz parfait, on a une formule qu'on utilise souvent et qu'on peut démontrer en utilisant dQ égale à 0. On arrive à la formule suivante, PV gamma égale à constante. Cette formule PV gamma égale à constante est valable dans le diagramme PV, mais dans le diagramme TP par exemple, on peut trouver une autre formule en combinant cette formule PV gamma égale constante avec la formule des gaz parfaits PV égale nRT. Si par exemple je travaille dans le diagramme VT, je peux trouver une autre formule en combinant la formule PV gamma égale constante avec la formule PV égale nRT et j'aurai une autre formule. Maintenant, on va essayer de tracer le diagramme d'une adiabatique et d'une isotherme pour un gaz parfait dans le diagramme de Clapeyron. Alors, dans le diagramme de Clapeyron, la adiabatique, c'est PV gamma égale à constante. L'isotherme T égale à constante, c'est-à-dire PV égale constante. Et vous voyez ici, l'adiabatique, la pente de l'adiabatique est plus grande que la pente de l'isotherme. Parce que vous avez le gamma qui est PV gamma à la puissance gamma. Quand vous faites la dérivée pour trouver la pente, le gamma il intervient et le gamma c'est Cp sur Cv et Cp supérieur à Cv. Donc vous avez une pente de la diabatique plus grande que celle de l'isotherme. Maintenant, passons au premier principe de la thermodynamique et parlons d'énergie interne. Alors, l'énergie interne U d'un système dépend uniquement de son état thermodynamique. Il comprend l'énergie cinétique, l'énergie potentielle d'interaction et l'énergie des couches électroniques et nucléaires des particules. Énoncé du premier principe, soit une transformation thermodynamique quelconque qui fait passer un système d'un état A à un état B. Alors, le premier principe, il dit que la variation de l'énergie interne entre l'état A et B, c'est la chaleur échangée pour passer de A à B, donc Q à B, plus le travail entre A et B. Donc, delta UAB égale à QAB plus WAB. C'est une formule très intéressante et qu'on va utiliser pour soit trouver l'énergie, la variation d'énergie interne si on a la chaleur et le travail échangé, ou bien pour trouver la chaleur si on a la variation d'énergie interne et le travail, etc. Alors, l'énergie interne est très intéressante parce que c'est une fonction d'état. Ne dépend que de l'état final et de l'état initial. Alors, les conséquences de ce premier principe, si par exemple on a une transformation cyclique, c'est-à-dire que l'état initial est le même que l'état final, donc la variation d'énergie interne est nulle, et dans ces conditions, le travail est égal à moins la chaleur du cycle.
Maintenant, si on a un système isolé, il n'y a ni échange de travail, ni échange de chaleur. Dans ces conditions-là, on a W égale à Q égale 0. Et encore, DU est nul, donc l'énergie interne est une constante. Maintenant, on va passer aux transformations réversibles infinitésimales et on va essayer de trouver des relations qui correspondent à ces transformations. Alors, d'après le premier principe, du égale dq plus dw, je travaille maintenant dans le diagramme TV. Je remplace dq par cv dt plus ldv. Je remplace dw par moins p dv, ce qui va me donner du égale cv dt plus l moins p dv. D'autre part, si j'écris u en fonction de t et v, j'aurai du égale à du sur dt dt plus du sur dv dv. En comparant les deux expressions précédentes de du, on a cv égale à du sur dt à volume constant et L moins P égale à du sur dV à température constante. On va prendre un cas particulier de transformation qui est isochore, c'est-à-dire que je prends un volume constant. Dans ces conditions, on a un travail qui est nul. Et dans ces conditions, du égale à cv dt, ce qui va donner exactement variation d'énergie interne égale l'intégrale cv dt égale à q à volume constant. Maintenant, on va passer à un cas particulier de gaz parfait. Dans le cas du gaz parfait, on a vu que, si vous vous rappelez, L moins P, donc on a vu que le L c'était P, la pression égale à P. Ce qui va nous donner du égale à cv dt, c'est ce qu'on appelle la loi de Joule. Et cette loi est utilisée si on veut calculer la variation d'énergie interne. Et surtout, si la transformation est isotherme, vous avez une variation nulle. Ce qui va me donner delta U égale à CV delta T, ou bien CV température 2 moins température 1. Et si je veux travailler avec la pression et le volume, j'utilise la formule PV égale nRT et j'aurai nR sur gamma moins 1, P de V2 sur nR moins P1 V1 sur nR. Donc ça dépend, est-ce que j'ai les volumes ou les températures pour calculer ma variation d'énergie interne. Soit encore, si vous voulez, delta U12 égale 1 sur gamma moins 1, P2 V2 moins P1 V1. Et voilà, le chapitre est terminé.